C'est Gauthier Diony de Green Yellow pour regarder un peu qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce que ça va nous faciliter de faire des opérations d'autoconsommation collective avec ce nouveau périmètre? Est-ce que ça simplifie les choses ou pas? Et puis comment c'est appréhendé au niveau. Donc je vous en prie, prenez place. Je suppose que c'est Louise qui va commencer. Donc il faut appuyer sur le beeper. Merci à vous. Oui, le vert. Voilà. Très bien. Celui-là marche? Alors, bonjour à tous, Louise Auriol, donc de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Je travaille notamment sur les sujets autoconsommation, pas que, avec mon collègue Cédric Bozona, que vous connaissez peut-être plus que moi, je pense, le responsable photovoltaïque de la DGEC. Alors du coup, je vais commencer par un bref historique en fait sur pourquoi l'autoconsommation collective a été définie comme ça. Ça va peut-être être un peu redondant avec la matinée et ce qui vient de vous être présenté. Mais bon, toujours est-il, l'autoconsommation, donc elle est définie dans le Code de l'énergie L315.2 du Code de l'énergie depuis juillet 2016, donc c'était par ordonnance. La définition a ensuite été ratifiée par la loi en février 2017, suivie d'un décret venant organiser en fait les opérations d'autoconsommation collective, notamment, donc publié en avril 2017. Donc ça concerne plusieurs consommateurs et producteurs rattachés au sein d'une même personne morale et situés en aval d'un même poste de transformation HTA-BT. Alors la personne morale, en effet, ça peut paraître contraignant. L'idée derrière, c'était d'être sûr d'avoir le consentement de tous les participants de l'opération. Et donc du coup, la volonté qu'ils soient liés entre eux est représentée par une seule personne pour aussi faciliter après la mise en œuvre de l'opération dans la pratique. Pourquoi l'aval d'un même poste de transformation HTA-BT? Alors l'idée, c'était d'avoir déjà d'abord une proximité géographique des participants, parce que l'autoconsommation, on la voit quand même comme quelque chose d'abord de local et un critère réseau en fait, parce que pour nous ça allait de pair avec donc la disposition visant à élaborer un TURP spécifique pour l'autoconsommation, sachant qu'un TURP, c'est quand même quelque chose, c'est le réseau et il faut pouvoir justifier une diminution, un tarif par des critères réseau objectifs. Donc concernant le cadre réglementaire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Corinne Sors a déjà bien détaillé tout ce qui est fait. Donc, en tout cas, les grands principes du décret, c'est déjà que les gestionnaires du réseau de distribution doivent équiper les participants de l'opération d'autoconso collective d'un compteur Linky. Et ensuite, il est prévu donc le cadre contractuel, le fameux contrat entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale, donc qui permet déjà d'identifier donc les points de consommation et de sous-tirage, les consommateurs, les producteurs, les points de stockage s'il y en a. Et c'est aussi via ce contrat qu'on fixe les modalités d'affectation de la production autoconsommée avec le principe de répartition par défaut, donc le prorata de la consommation de chacun, dont je ne savais pas qu'il ne pouvait pas encore le faire, mais c'est à la fin de l'année, ça va. Donc du coup, les principes, c'est qu'il n'y a pas de net metering possible, mais ça vous a été présenté pareil avec les courbes de charge. Donc on n'a pas de droit à consommer plus tard, sauf s'il y a un dispositif de stockage qui le justifie. L'autoconsommation est instantanée, le pas de mesure est le pas de la demi-heure. Donc un consommateur ne peut pas se voir affecter plus de production qu'il n'en consomme à chaque pas de mesure. Donc ensuite, la CRE a la responsabilité d'élaborer un TURP, donc un tarif d'utilisation des réseaux spécifiques pour les opérations d'autoconsommation, donc individuelles et collectives, avec pour les opérations dont l'installation, avec un critère de puissance de moins de 100 kW par producteur. Donc bon, c'est un sujet qui a aussi fait grandement débat cette année sur le TURP proposé par la CRE. Donc, qui est une possibilité qu'elle a publiée en juin 2018. Le bilan à date, donc moi dans les données que j'avais, je comprends que mon bilan n'est pas très actuel puisque moi j'avais 1 à 3 opérations en service, une quarantaine en projet. J'ai compris qu'il y en avait plutôt une centaine maintenant en projet. Donc preuve quand même que c'est un dispositif qui intéresse. Je voudrais faire aussi une aparté sur les dispositifs de soutien, juste pour juste donner quelques rappels, mais ça ne sera pas très long. Donc les opérations d'autoconsommation collective, donc les participants elles ne sont pas éligibles à l'arrêté tarifaire photovoltaïque de moins de 100. Il n'y a pas d'exonération non plus parce que c'était un gros cadre d'incertitude apparemment, j'y reviendrai après, notamment pour l'appel d'offres autoconsommation. Donc il n'y a pas d'exonération de CSPE, de taxes locales pour les participants à l'opération d'autoconsommation collective.
Mais les opérations d'autoconsommation collective sont éligibles à l'appel d'offres autoconsommation à la condition d'avoir des producteurs et des consommateurs sur le même site. Du coup, l'appel d'offres, donc il y a eu un premier appel d'offres expérimental en 2016 en 2 périodes d'un volume total de 40 MW, 2 x 20. Cet appel d'offres a été pérennisé donc, en mars 2017 avec 150 MW par an répartis par période de 50 MW. Aujourd'hui, on est à la 4e période de cet appel d'offres. Il est réservé donc, aux installations de puissance de 100 à 500 kW, donc petits industriels, secteur tertiaire, bureaux, centres commerciaux. Il est ouvert à toutes les technologies ENR, donc PV sur bâtiment, hydro, éolien terrestre. Et on attribue le soutien sous forme d'une prime fixe qui est définie par le candidat dans son offre et qu'on applique aussi bien à l'électricité autoconsommée qu'à celle qui est injectée sur le réseau. Néanmoins, le dispositif de soutien a été designé de façon telle qu'il incite à autoconsommer. Donc on diminue la prime si on a un taux d'autoconsommation de moins de 50%. On majore la prime. Alors à la base, le bonus était de 10 € par mégawattheure, mais au regard des prix qui sont sortis à l'appel d'offres, il est passé à 5 récemment pour l'électricité autoconsommée. Et il y a aussi un malus à l'injection, donc proportionnel à la puissance maximale injectée sur l'année. Donc, comme je le disais, donc on cible, en fait, le fait d'avoir choisi une maille de 100 à 500 kW, c'était qu'à l'origine, après le GT autoconsommation de 2014, on avait un peu ciblé cette famille-là comme la famille pertinente pour avoir le plus de chances d'avoir une production et une consommation simultanée, donc plutôt des activités industrielles tertiaires. Comme je le disais, donc le dispositif incite plutôt à autoconsommer plutôt qu'à injecter sur le réseau. Donc les résultats des appels d'offres, donc je vais commencer par le positif, c'est que le taux prévisionnel d'autoconsommation sont très élevés, donc après avoir en pratique le retour d'expérience si c'est aussi élevé que prévu, donc 98%. Le besoin en soutien direct reste limité ou restait limité, donc le niveau moyen de la prime a diminué au cours du temps. On est passé d'abord de 40 € par mégawattheure à 8 à la première période de l'appel d'offres pérenne de 2017. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de succès sur les périodes 2 et 3 de cet appel d'offres où les volumes ont été sous-souscrits. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, mais notamment un contexte d'incertitude, ne sachant plus notamment le régime fiscal qui s'appliquait. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir clarifier tout ça dans les mois qui viennent. Et en fait, la chose importante à retenir, c'est que c'est vrai que les opérations d'autoconsommation collective, elles sont éligibles à l'appel d'offres, mais elles sont défavorisées par rapport à l'autoconsommation individuelle qui, elle, bénéficie déjà notamment d'une exonération de CSPE et de taxes locales, ce qui n'est pas le cas de l'opération d'autoconsommation collective, et aussi le fait que un seul producteur, une opération d'autoconsommation individuelle, c'est quand même plus simple à monter qu'un dispositif où vous avez plusieurs participants, où il faut recueillir leur consentement, etc. Alors du coup, où on en est aujourd'hui? Donc il y a eu le GT Place au Soleil, les mesures, on appelait ça Place au Soleil. Donc le GT solaire qui a fait suite au GT éolien et au GT méthanisation, donc qui s'est déroulé entre avril et juin 2018. Les mesures ont été annoncées par M. Sébastien Lecornu fin juin 2018. Et donc, en effet, il y a plusieurs mesures qui concernent l'autoconsommation, mais plus particulièrement sur l'autoconsommation collective. Donc, on a bien prévu, on a bien entendu les acteurs, le souhait des acteurs d'élargir le périmètre de l'autoconsommation collective, donc sortir de cette maille réseau. Donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'on supprimerait donc l'aval du poste acheté à BT, et il a été annoncé que donc on qualifierait d'opération d'autoconsommation collective une opération où les participants se situent dans un rayon, les uns des autres dans un rayon, dans un cercle d'un rayon d'1 kilomètre, 2 km de diamètre. Alors, pourquoi ce critère? Alors, lors de la concertation, en fait, il n'y a pas eu de critère qui a émergé de façon naturelle ni consensuelle. On a bien entendu le fait que le critère réseau, c'était complexe, si on ne savait pas très bien où étaient les postes. Les porteurs de projets ne comprenaient pas pourquoi 2 bâtiments vraiment proches les uns des autres ne pouvaient pas être dans la même opération d'autoconsommation. Certes, c'est sûr, c'est compliqué. Du coup, un critère géographique simple, ça nous a paru quand même être, en tout cas pour commencer, une bonne définition. Alors après, c'est pas non plus la panacée dans la mesure où entre le rural et l'urbain, on va avoir des opérations de taille complètement différentes, on n'aura pas la même densité. Rajouter un critère de densité, ça nous paraît trop complexe, donc pour le moment, a priori, on va rester là-dessus.
Un article a été adopté donc, dans la loi Elan pour élargir ce périmètre. Donc les critères, un arrêté viendra préciser le fameux rayon d'1 kilomètre. Donc on espère que cet article va rester dans la loi Elan. Sinon, on a un dispositif de secours. On pourra, en dernier recours, on pourra le passer dans la loi Pacte. Par contre, le problème de la loi Pacte, c'est que ça sera expérimental et que du coup, on n'aura pas une définition pérenne tout de suite. Donc ça peut poser problème si jamais à la fin de l'expérimentation, maximum 5 ans, le critère évolue, et dans ce cas-là, on pourra détériorer le modèle économique de certaines opérations. Donc c'est pas forcément souhaitable. On préférerait que ce soit dans Elan, donc ça, ce sera à suivre. L'autre mesure, c'est de lancer aussi un appel d'offres autoconsommation avec une famille spécifique à l'autoconsommation collective, justement pour avoir... pour mettre un peu, puisque comme je le disais tout à l'heure, les opérations d'autoconsommation collective sont quand même défavorisées par rapport à l'autoconsommation individuelle, et avec aussi dans l'idée d'augmenter la puissance maximale des projets éligibles à l'appel d'offres, donc aller au-delà du 100-500 kW. Alors ça, donc on l'a annoncé. Après, il reste à recueillir l'approbation de la Commission européenne, puisque tout notre dispositif de soutien est désormais notifié, qui voit en général d'un mauvais œil le fait que l'on crée plein de sous-familles, puisque ce n'est pas son idéal de concurrence. Bref. Et voilà. Et dernier point, donc en effet, comme je l'avais dit au tout début, le fait d'avoir un critère réseau, c'est parce que ça allait de pair avec le critère, avec la disposition concernant le TURP spécifique. Du coup, le fait d'avoir séparé, de ne plus avoir un critère réseau nous obligera du coup à séparer la question du TURP. Donc dans ce cas-là, ce sera à la CRE de définir ce que sera ce TURP spécifique, sachant qu'on a quand même dans l'idée aussi, par la loi, de supprimer le seuil de 100 kW qu'on a été obligé de garder puisque c'était l'habilitation que nous avait donnée la loi de transition énergétique. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je ne sais pas si on fait tout de suite les phases de questions-réponses ou si on le fera dans un deuxième temps. Avant de commencer, du coup, j'avais une petite question. Est-ce qu'en clôture du colloque Enerplan, de l'université d'été de Enerplan, on aura l'honneur d'avoir le résultat de la période 3 de l'appel d'offres autoconsommation ou pas ? Ça, malheureusement, je ne peux pas m'y engager. Vous savez qu'on vient de changer de ministre, donc tout est encore un peu flou chez nous, malheureusement. Ok, merci. Du coup, un grand merci à Enerplan de m'avoir proposé d'intervenir pour Green Yellow. Donc, je suis Gauthier Dieny, en charge du développement des opérations solaires chez Green Yellow. En 2 mots, avant de commencer sur Green Yellow. Donc, Green Yellow est un acteur actif sur le segment de l'énergie B2B à travers 3 métiers. Le développement de solutions solaires. On propose des solutions d'efficacité énergétique. Et enfin, on propose des solutions de service à l'énergie à travers des solutions de monitoring, d'achat d'énergie, etc. Sur la partie solaire photovoltaïque, on est un acteur conséquent puisqu'on a actuellement 190 MW crête d'installés répartis sur à peu près 150 centrales. Et ce qui nous démarque un petit peu de la concurrence, c'est que l'essentiel de ces centrales sont réalisées sur des établissements recevant du public ou des ICPE, c'est-à-dire proches des lieux de consommation. Et de par notre casquette d'efficacité énergétique, on occupe une place importante sur le secteur de l'autoconsommation. Donc Enerplan m'a demandé d'intervenir sur le sujet des conséquences des règles à venir sur l'extension de la maille de l'autoconsommation collective. Donc c'est ce que je vais essayer de présenter ici. Donc, pour commencer, finalement, quel est le changement ? En fait, le changement est majeur, ça change tout. C'est un changement de paradigme fondamental parce qu'on va passer d'une vision réseau à une vision géographique. Donc, une vision réseau, c'est quoi ? J'ai pris un exemple très concret qu'on avait. Vous avez un centre commercial ici qui est au sud de Nîmes, donc c'est le centre commercial Cap Costière. On a été sollicité par le syndicat des copropriétaires qui était intéressé pour faire une opération photovoltaïque sans avoir trop d'idées entre l'injection réseau ou l'autoconsommation. En l'occurrence, sur ce site-là, ce qui s'est passé, c'est que l'injection réseau était un peu compliquée. Pourquoi elle était compliquée ? Tout d'abord, la toiture ne se prêtait pas, en tout cas, il faudra attendre des travaux de réfection d'étanchéité. Donc, exit l'appel d'offres solaire bâtiment pour en réinjection. La mairie était opposée à couvrir le parking, puisque le parking présente des espaces verts très ambitieux
Donc la mairie était réticente à mettre des ombrières. Donc finalement, pour quand même faire un projet solaire, on s'est dit qu'à l'arrière du site, là, coincé entre l'autoroute et le centre commercial, il y avait un bassin de rétention qui se prêtait particulièrement bien à des logiques de ferme au sol. Donc petites fermes au sol qui n'ont pas de dispositif de soutien. Donc ça, c'était ce qui a expliqué pourquoi on s'est tourné vers, une des raisons qui explique pourquoi on s'est tourné vers l'autoconsommation sur ce site. Dans d'autres cas de figure, il peut y avoir plein de raisons, hein, je ne vais pas toutes les lister, mais tout d'abord, on peut avoir finalement des clients qui ne sont pas intéressés par le principe de l'injection réseau, parce que percevoir un loyer pour mettre à disposition des espaces, ce n'est pas forcément une philosophie dans laquelle ils se retrouvent. La deuxième raison, c'est qu'on peut avoir des coûts de raccordement qui sont très importants. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que dans un certain nombre de cas, l'injection réseau ne fait pas de sens si on s'oriente plutôt sur l'autoconsommation. Donc la question qu'on s'est posée après, c'est ok, on veut faire une centrale en autoconsommation, on doit se raccorder quelque part. Quelle est la vision réseau, puisque c'était bien la règle du jeu de l'autoconsommation collective à l'époque. Donc dans un centre commercial, il y a différentes configurations. En l'occurrence, une configuration assez classique est la suivante. Donc on a un hypermarché qui est la locomotive alimentaire, donc qui a son compteur raccordé sur le réseau HTA. On a les parties communes de la galerie marchande également raccordées en HTA avec le propre compteur. Puis après, on peut avoir des boutiques qui ont chacune donc leur compteur individuel et raccordé sur le réseau basse tension. Et ensuite, potentiellement, à proximité, on peut avoir des zones résidentielles avec des maisons, pareil, raccordées en basse tension sur un ou plusieurs postes HTA basse tension. Donc là, la petite question, c'est voilà, on a un projet solaire, où c'est qu'on se raccorde? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. En l'occurrence, la solution qu'on a dû faire, c'est se raccorder au niveau des parties communes. Pourquoi? Puisqu'un hypermarché consomme plus que des parties communes, et donc en l'occurrence, il n'y avait pas de business model associé sans soutien pour de l'autoconsommation. Commercialement, ça faisait beaucoup de sens, puisque finalement, quand on se raccorde aux parties communes, on est ici sur un cas d'autoconsommation individuelle, mais collectivo-individuelle, puisque l'électricité des parties communes permet de baisser les charges de l'ensemble des copropriétaires. Donc finalement, on avait un grand espace foncier disponible, je reviens à l'arrière du site. On pouvait se raccorder uniquement sur les parties communes, donc on a fait une centrale de 250 kW crête pour coller au profil de consommation des parties communes. C'est ce qu'on peut voir en haut à droite. Donc résultat des courses, bon, on arrive à couvrir un peu plus de 20% des besoins des parties communes, donc, ce qui est non négligeable. Par contre, il y a toujours des cas de figure où on a dû mettre un système de bridage pour ne pas surproduire, puisqu'on est sans surplus de réinjection sur le réseau. Donc voilà un projet concret qu'on a réalisé sur l'année 2017. Et je vais prendre du coup le même cas mais théorique en se basant sur les nouvelles règles du jeu. En fait, qu'est-ce que ça change quand on passe sur une vision géographique? Comme je le disais en introduction, ça change tout, parce qu'en fait, en tant qu'énergéticien, on voit enfin le site comme nos clients le voient, c'est-à-dire que le centre commercial, si on fait une centrale solaire, la production peut bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que les consommateurs potentiels, ce sont l'hypermarché, les parties communes, l'ensemble des boutiques et également les riverains. Avec la règle du jeu du 1 km, on voit, j'ai dû dézoomer, on sort de l'enceinte même du centre commercial pour toucher aux centres commerciaux attenants, au stade de foot de Nîmes et à des zones pavillonnaires. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on a un foncier disponible, on aurait pu, avec ces règles du jeu, faire une centrale photovoltaïque de taille beaucoup plus importante, et donc ce qui présente un certain nombre d'avantages. J'en ai listé certains. Donc on aurait augmenté la puissance installée, on aurait augmenté le productible puisqu'on aurait pu supprimer le système de bridage, puisque chaque électron qu'on aurait produit aurait pu trouver un consommateur. Ça nous aurait permis également de renforcer l'argumentation commerciale et donc potentiellement d'avoir plus de foncier mis à disposition, puisque plus de gens auraient pu bénéficier des électrons de la production. Ce qui permet aussi une démocratisation de l'énergie solaire, puisque finalement des personnes qui n'auraient ni des capacités d'investissement, ni qui ne seraient pas propriétaires d'espaces solarisables pourraient quand même se greffer à cette opération. Et enfin, le dernier point, je parle de baisse, voire de disparition du soutien public. Alors ça peut paraître un peu contradictoire
avec les propos qu'on a pu tenir, puisqu'on a vu lors des business plans hier notamment, un certain nombre d'opérations d'autoconsommation collective avaient des coûts de revient relativement élevés et l'équilibre économique ne se trouvait que grâce à du financement public. En l'occurrence, je vais rentrer un peu dans le détail des modèles économiques pour voir que l'autoconsommation collective, ça peut quand même être une solution pour baisser finalement le coût du soutien public. Je m'explique. Donc en fait, des petits rappels économiques. Donc j'ai repris une slide, c'est pas une slide GreenYellow, ça vient d'une étude des retombées de la filière solaire française qui a été commandée en 2016 par Enerplan et l'ADEME. Ça montre quoi? Ça montre le LCOE du photovoltaïque. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de revient quand on intègre tous les coûts, donc coût de construction, coût d'exploitation, coût de l'argent mobilisé d'une centrale solaire. Ce qui est pertinent avec ce graphique, au-delà du fait qu'on voit qu'aujourd'hui on est déjà en avance sur ces perspectives qui nous remontent il n'y a pas très longtemps, donc ce qui souligne la performance de la filière solaire. Donc bien sûr, le LCOE dépend d'un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont finalement la localisation de la centrale solaire et le type d'installation. Est-ce qu'on est sur une centrale au sol, sur toiture ou sur bâtiment? Le modèle économique d'un projet solaire est sain quand finalement le LCOE du projet envisagé correspond à la valorisation que l'opérateur arrive effectivement à en tirer. Donc quand on parle d'une opération d'autoconsommation, individuelle ou collective, la vision économique du consommateur, je me permets d'en parler parce qu'on se rend quand même compte sur le terrain, notamment sur le terrain du B2B, quand il y a un intérêt financier pour le consommateur, on arrive beaucoup plus facilement à le faire adhérer au projet. Donc l'objectif dans les projets qu'on développe, c'est de systématiquement proposer des projets solaires en autoconsommation où on revend l'électricité à un prix inférieur ou à celui du réseau. Donc vision économique du consommateur, il a une augmentation des économies annuelles chaque année, donc il a une petite économie chaque année, et puis sur la durée de vie de la centrale, en bout de course, ça fait une économie qui peut être relativement significative. La vision économique de l'opérateur solaire, il a donc un gros investissement au départ qui correspond à la barre rouge, et ensuite, en fonction de sa production, de ses coûts d'exploitation, de la valorisation unitaire du kilowattheure, il a un résultat annuel chaque année qui, au bout d'un certain temps, généralement en ce moment supérieur à 15 ans, lui permet de retrouver son investissement. Donc, quel rapport et quelles conséquences avec l'opération d'autoconsommation collective dont on parle? J'ai pris un cas de figure qui est un peu moyen. J'ai considéré le LCOE pour un projet photovoltaïque, par exemple sur ombrière, dans certaines conditions, dans la moitié sud de la France. J'ai considéré que le LCOE était de 100 € par mégawattheure. Donc, c'est-à-dire que le projet fait financièrement du sens dès lors que l'opérateur solaire arrive à trouver un débouché à son électron solaire à ce prix-là. Je suis parti des différents consommateurs qui pouvaient participer à une opération d'autoconsommation collective, les 4 que j'ai cités précédemment, donc l'hypermarché, les parties communes, les boutiques et des particuliers qui sont dans le périmètre. Comme vous le savez, le coût d'accès à l'énergie de ces différents consommateurs n'est pas le même, puisque le coût de la part énergie, le coût du TURP et le coût des taxes varient un peu en fonction des consommateurs. On voit quoi? Pour un porteur de projet solaire, si on vend l'électricité, c'est un peu ce que je disais en introduction, à un hypermarché, l'hypermarché, on peut lui vendre autour de 80 € du mégawattheure, alors que pour avoir une rentabilité, il nous faudrait le vendre plutôt à 100. C'est ce qui explique notamment le mécanisme de soutien des appels d'offres autoconsommation qui ont été mis en place. Par contre, si je vais plutôt à droite du graphique, donc par ici, au niveau des boutiques et des particuliers, en fait, ils payent leur électricité bien plus cher que l'hypermarché. Donc si je pars sur un scénario de répartition de la production solaire, j'ai fait un raisonnement très macro, mais on considère une équirépartition entre les 4 types de consommateurs qui participeraient à l'autoconsommation. Finalement, je pondère chacun des coûts unitaires par cette production et je regarde dans différents cas de scénarios, qu'est-ce que ça donne. Donc ce qu'on voit à gauche ici, sur l'autoconsommation individuelle, j'ai considéré qu'on se raccordait juste sur l'hypermarché et qu'on lui fournissait de l'électricité. Ma différence entre le 100 et le 80 ici, c'est 20 € de mégawattheure dont on va avoir besoin en tant que dispositif de soutien public. Les fameux 20 € du mégawattheure qu'on va demander dans le cadre des appels d'offres. Bon, si j'avais fait la même chose avec les parties communes, j'aurais pu demander un peu plus, mais comme je l'ai dit en introduction, on aurait pu installer un peu moins de puissance. Si je considère que l'électricité que je peux vendre
aux autres consommateurs n'est ni soumis au TURPE, ni soumis à la CSPE. Donc ce n'est pas du tout le cadre actuel. On voit que finalement la rentabilité, on arrive à une valorisation moyenne du kilowattheure qui est à 120 versus 100 qui serait attendu par l'opérateur solaire. Donc finalement, il y a 20 € du mégawattheure de trop. C'est magique, ça veut dire qu'on pourrait reverser 20. J'ai fait l'autre cas de figure, j'ai considéré une CSPE avec TURPE. Donc ce qui est potentiellement un peu le cas ici. Alors j'ai volontairement pas pris le micro-TURPE, puisque sans rentrer dans les détails techniques, en fait, dans le micro-TURPE, il n'y a que le nom micro-TURPE qui est micro. Et dans la plupart des cas de figure, on est sur un TURPE qui coûte plus cher ou aussi cher. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, quand je fais la même règle mathématique hein, qui est très macro, mais très simple à comprendre. J'arrive sur une valorisation de la production solaire qui est plutôt autour de 60 € du mégawattheure. Et donc, je suis obligé de demander, notamment par exemple dans le cadre des dispositifs de soutien en appel d'offres, un soutien qui correspond toujours à la même mécanique au delta, donc plutôt autour de 40. Dernier scénario, j'enlève la CSPE et je paye le TURPE, qui est un scénario qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais peut-être qui est celui de demain ou d'après-demain, puisque on a les leviers, je pense, pour pousser une exonération de CSPE. On peut notamment revenir sur les propos de Mme Concas hier, qui montraient bien que la directive européenne allait potentiellement dans ce sens-là. Mais en fait, dans ce cas de figure, ce qui est quand même relativement intéressant, c'est que mon bâtonnet ici, il avoisine les 100 € du mégawattheure. Et donc, ce qui veut dire que ces opérations d'autoconsommation collective, potentiellement, je peux les faire sans dispositif de soutien, ou en tout cas, très peu. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, hier, Daniel, en introduction, parlait de la fameuse valse du solaire, avec un pas en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut s'attendre maintenant à avoir eu un pas en arrière, à avoir eu un pas à avoir dans les jours qui viennent un pas en avant. Et si j'avais un pas en avant à préconiser, ce serait bien l'extension de cette exonération de CSPE aux opérations d'autoconsommation collective. Après, sans rentrer dans des débats philosophiques, il y a quand même plein d'arguments qui permettent de le défendre, comme le porte d'ailleurs très bien Enerplan. En guise de conclusion, j'ai rajouté cette slide en réponse à M. Duval, notamment hier, qui abordait le sujet de quels étaient les objectifs. Donc, je suis très en phase avec les deux premiers objectifs qui étaient mentionnés. À savoir, notre objectif, c'est quand même d'installer plus de puissance d'origine renouvelable à moindre coût. J'en rajouterai également deux autres. Tout ceci doit se faire avec une forte acceptabilité locale, tout en développant une filière industrielle. Si je rentre un peu sur est-ce que l'autoconsommation collective coche les cases? Finalement, pour installer plus de puissance d'origine renouvelable, je l'ai un peu illustré dans mes propos, dans un certain nombre de cas de figure, l'autoconsommation collective permet quand même de maximiser la puissance installée. L'autre point, c'est que c'est quand même un argument commercial fort auprès des propriétaires pour mettre à disposition des espaces. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, est-ce que ça permet de le faire à moindre coût? En fait, quand on regarde en détail, et je vais prendre le temps quand même de rentrer dans certains coûts, je pense que oui, parce que c'est une baisse significative des coûts de construction. Pour deux raisons principales. La première, effet d'échelle. Construire une centrale de 100 kg, ça coûte beaucoup moins cher que de construire 11 centrales de 9 kg. Tout le monde le sait, d'ailleurs, quand on prend l'arrêté tarifaire des moins de 100 kg, on n'a pas les mêmes mécanismes de soutien puisqu'on n'a pas les mêmes CAPEX. Ensuite, il y a une deuxième baisse de coûts dont on ne parle pas assez, ce sont les coûts de raccordement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur la plupart des projets solaires, le deuxième poste de coût, c'est le coût du raccordement. Et en fait, quand on fait une opération d'autoconsommation collective, même si elle est de puissance importante, on peut potentiellement s'affranchir à la fois du coût de raccordement au réseau et à la fois de la mise en place de nouveaux transformateurs spéciaux solaires dédiés au photovoltaïque et d'utiliser le matériel existant. C'est le raccordement indirect, ça existe déjà. Sauf que le raccordement indirect, en faisant de l'injection au réseau, c'est assez compliqué à expliquer au propriétaire du transformateur, alors qu'il comprend beaucoup plus facilement le mécanisme quand c'est pour une solution d'autoconsommation individuelle ou collective. Ensuite, je l'ai déjà dit, ça permet de maximiser le productible. Ça permet, un autre point important, potentiellement de faire disparaître le loyer, parce qu'on parle du LCOE, du photovoltaïque. Dans les charges du solaire, il y a un loyer que les opérateurs solaires payent aux propriétaires.
ce qu'on remarque avec le peu de retour d'expérience qu'on a, c'est que l'autoconsommation permet souvent de s'affranchir de cette négociation difficile de loyer. Et quand on dit qu'un loyer solaire dans certains endroits, à l'hectare, c'est compris entre 5 et 10 000 euros, si on le traduit en termes d'euros par mégawattheure sur le coût de revient de l'électricité, on arrive autour de 5 euros du mégawattheure, ce qui n'est plus l'épaisseur du trait. Et donc tout ça avec l'optimisation du revenu unitaire du kilowattheure, comme je l'ai montré dans la slide précédente. Bon, la forte acceptabilité locale, ça a beaucoup été abordé hier, donc je ne vais pas y revenir, mais l'autoconsommation collective permet finalement à quelqu'un qui n'a pas les moyens de financer une installation ou qui n'est pas propriétaire d'espace solarisable de quand même participer à une opération d'autoconsommation collective. Ça ne se fait pas seul dans son coin, pour reprendre certains propos, mais ça se fait bien finalement en collectivité, en équipe, à travers la PMO, et parce qu'il faut faire adhérer les gens à l'opération. Et ensuite, le développement de la filière industrielle. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ces opérations-là nécessitent beaucoup plus de temps de conception, développer des solutions d'ingénierie plus complexes, en lien avec la digitalisation, et ce sont des sujets très précieux pour les entreprises françaises, notamment à l'export, sur plein de continents différents. Et donc je pense que le développement plus important de l'autoconsommation collective permet de répondre point par point à ces 4 points. Et pour conclure, un autre point sur lequel je voulais revenir, qui n'est pas tout à fait lié à ce sujet, mais hier j'ai beaucoup entendu dire que l'autoconsommation pouvait entraîner des dérives au niveau de la consommation des bâtiments. En fait, je ne suis pas tout à fait en phase avec cet élément pour 2 raisons. On voit que les gens qui souhaitent faire de l'autoconsommation, généralement, sont intéressés par le sujet, donc c'est un vecteur pédagogique pour diffuser des bonnes pratiques. L'autre raison par rapport à ça, c'est que l'électricité la moins chère, ça reste l'électricité qu'on ne consomme pas. Et donc, pour cette raison, c'est un point qu'il faut avoir en tête, mais quand le porteur de projet solaire développe son projet, si jamais il se retrouve à produire des kilowattheures qui n'ont pas de débouché parce que les clients, pour des raisons économiques et environnementales, consomment moins, et ben, ce risque de non-consommation de la production est à la charge du producteur solaire qui a investi. Je ne sais pas si je suis clair sur ce point. Donc, ça implique quoi? Par exemple, nous, GreenYellow, systématiquement, avant de faire une opération d'autoconsommation, on fait un audit énergétique des consommateurs associés pour voir si demain, ils consommeraient potentiellement moins d'électricité et pour s'assurer de la pérennité de la consommation de la production dans le temps. Voilà, merci de votre attention. Merci. On se fait une petite série de questions pour après faire la pause café et être revenu à 16h. Bonjour, Vincent Révillon, société SunPower. J'avais une question pour Monsieur Dini. On a parlé ce matin des challenges que pouvait soulever le financement de ce type de projet pour diverses raisons. Je voulais savoir ce qui était pris en compte dans vos calculs économiques de LCOE. Quel est le modèle et puis quelles sont les principales hypothèses? Alors, là, dans le calcul des LCOE, donc j'ai repris l'étude qui a été commandée par l'ADEME et l'ENERPLAN, donc sur le coût de revient de la production solaire, et donc indépendamment des sujets taxes. Donc on est bien sur un LCOE sans sujet TUR PCSPE. Sur le financement, en fait. Ah, pardon. Sur le financement, donc effectivement, si je comprends bien la question, le sujet technique sur quel est le taux d'actualisation qui a été pris dans l'étude. Sur ces projets en toiture, on était sur du 3,5%. Et sur les projets au sol, l'étude retenait 3%. C'était plus large que le taux d'actualisation. C'était, est-ce que c'est une... on en a parlé ce matin dans les ateliers. Est-ce que c'est une dette bancaire? Est-ce que c'est ou autre en fait? Et du coup, enfin, en fonction de ce qui est retenu et de quel taux, j'imagine potentiellement ça peut avoir un impact sur le résultat. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais de la visibilité là-dessus.
En fait, sur ce sujet, on préfère raisonner en vision TRI projet. Et après, je pense que chaque porteur de projet qui porte l'investissement a ses propres solutions de financement, avec de la dette, avec du financement croisé, avec des obligations, etc. Donc voilà, c'est pour ça que tous les calculs de LCOE, on prend du 3-3,5% sur les typologies de projets. Une question pour Madame Auriol à propos du périmètre d'1 kilomètre. Du coup, le centre du périmètre, on le met où on veut? Il faut juste qu'au plus loin, entre deux consommateurs, il n'y ait pas plus de 2 km de diamètre, quoi. Enfin, vous vous arrangez pour les faire rentrer dans un cercle. Et imaginons qu'il y ait des gens qui se rajoutent à l'opération d'autoconsommation collective. On peut déplacer ce centre? Tant que vous êtes toujours dans ce cercle... ça dépend comment c'est situé. Voilà, faut juste s'arranger pour que tout le monde rentre dans un cercle. Merci. Bonjour, Martin Jouette de Volvé. Une question sur justement cet appel d'offres-là où, vous l'avez bien dit, le surplus est pénalisé. Aujourd'hui, en tant que développeur, quand on dimensionne ces centrales-là, en dessous d'un taux d'autoconsommation, au-dessus d'un taux d'autoconsommation de 75-80%, on a intérêt à brider ce surplus. Quelle est la logique derrière tout ça? De brider ce surplus, donc de perdre, de moins valoriser énergétiquement, écologiquement ces centrales? Par rapport à la puissance injectée, le but, c'est, in fine, c'était aussi une expérimentation sur le fait de maximiser l'autoconso. Et en fait, le but recherché derrière ça, c'était aussi de limiter l'impact réseau et donc aussi de faire prendre conscience que si on injecte moins, du coup, on réduit aussi son coût de raccordement. Ouais, après, si le choix est entre une injection réseau d'une centrale de 250 kg totalement ou une autoconsommation avec un surplus partiel, de toute façon, on impacte moins le réseau en fait. Non, mais j'entends bien, mais c'était un choix de design initial d'avoir le maximum d'autoconsommation sur ces appels d'offres. D'accord, donc vous allez changer. Ça se discute. Il faudra qu'on fasse un retour d'expérience sur ce premier round d'appel d'offres et qu'on voit après si on a le même environnement fiscal vis-à-vis de la CSPE pour regarder tout ça. Oui, bonjour, Eric Perret, DNG. Vous avez rappelé qu'une des mesures du GT solaire, c'était le lancement d'un appel à projet autoconsommation collective. Et qu'en même temps, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas de sous-famille autoconsommation collective. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Ça paraît un peu complexe. J'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas, j'ai dit qu'on était obligé d'en discuter avec la Commission européenne, la DG Concurrence, et on espère de le faire accepter. Mais c'est juste, en tout cas, c'est un sujet qu'on va porter, c'est juste qu'il n'y a pas de garantie de résultat auprès de la Commission européenne. Et du coup, je profite juste d'avoir le micro par rapport à votre présentation. Quand vous dites qu'il n'y a pas de soutien public, on n'a pas besoin de soutien public quand on a une exonération de TURP et de CSPE. En réalité, c'est faux, puisque une exonération de CSPE, c'est un soutien public indirect. Du coup, je voulais juste nuancer ce propos. Alors. Voilà, une exonération, c'est un soutien public, juste indirect. Une autre petite remarque au milieu, Monsieur Grand, bureau d'études Opal, développement de projet. Une autre question, remarque par rapport à ce périmètre de 1 km. Donc incontestablement, ça permet de travailler, comme vous l'avez très bien montré, sur des périmètres plus logiques, avec une logique géographique. Mais cette logique géographique, on a remarqué qu'à des endroits, elle amenait à des choses un peu bizarres. Je prends un exemple très simple pour que tout le monde comprenne. Si par exemple, vous mettez ce rond de 2 km au milieu du Rhône, vous allez avoir possiblement un producteur d'un côté du Rhône, un consommateur de l'autre côté du Rhône. Et vous pouvez être quasiment sûr que dans plein de cas, quel que soit l'endroit où vous vous mettez autour de ce grand fleuve, l'électricité qui, physiquement, si elle devait passer d'un endroit à un autre, passerait par le réseau 63 000, voire 225 000 volts. Et donc, on perd complètement la logique de départ de cette idée de dire on essaie d'utiliser le moins possible, et c'est ce qui justifie moins de TURP, etc. Donc, je suppose que c'est des questions qui ont été soulevées. Alors, on va me dire c'est peut-être marginal, mais voilà. Est-ce que
vous pouvez nous éclairer sur le fait qu'on pourrait peut-être choisir une autre logique que cette logique géographique. Par exemple, sous une branche HTA. Mais sous une branche HTA, on aurait toujours un problème de vérifier que tout le monde est bien sous cette branche. Et du coup, ce n'était pas la demande qui nous avait été faite, qui avait été remontée en GT. Donc le critère géographique, en effet, il a ses limites. Du coup, c'est ce qui a été retenu parce que c'est ce qui nous a paru simple. C'est ce que je présentais. Enfin, même entre rural et urbain, on a des opérations qui n'ont pas du tout la même dimension. On n'a pas non plus une logique d'égalité parfaite. Mais du coup, on va travailler avec cette maille-là et on verra. Et en effet, comme je le disais, ça dissocie la question du TURP. Donc ceux qui seront, en effet, j'ose imaginer, je ne parle pas à la place de la Commission de régulation de l'énergie, mais les opérations d'autoconsommation qui tâcheront encore de garder un périmètre réseau seront celles qui pourront avoir un TURP réduit. Oui, je complète juste, c'est que des clients au milieu du Rhône qui vont consommer, il n'y en a pas beaucoup. Et que par ailleurs, à partir du moment où on travaille en TURP 5, donc en TURP plein et entier, on paye l'ensemble des coûts du réseau, donc on profite de l'ensemble des coûts du réseau. Point. Si on avait eu un micro-TURP qui aurait été un vrai micro-TURP, on avait cette logique, entre guillemets, de moins utiliser le réseau. Mais vu qu'on a un micro-TURP, un TURP dédié punitif, bon, ouais, c'est la réponse qui est faite. On travaille au niveau géographique et ça étend les possibles. Mélodie de l'Épine Espul, j'ai deux questions. Maintenant que ça a été démontré très clairement que les installations en autoconsommation collective ont de difficultés à sortir sans accès à un mécanisme de soutien, est-ce qu'il n'est pas envisageable de revoir la question de leur accès à l'obligation d'achat pour les surplus? Et la deuxième question, c'est sur le périmètre d'1 kilomètre, c'est les coordonnées géodésiques de chaque bout de l'installation, c'est le point de livraison. Qu'est-ce qui C'est les points de livraison de sous-tirage des consommateurs / producteurs. Les points de livraison. Et sur la première question, sur le dispositif de soutien, du coup, j'ai pas compris si c'était en dessous de 100 ou au-dessus de 100. Enfin, au-dessus de 100, il reste les appels d'offres. Et comme je l'ai dit, il y a une discussion qui s'engage sur les dispositifs de soutien à l'autoconsommation collective, avec la nuance près qu'on s'engage à y travailler, qu'il n'y a pas la garantie de résultat du fait du cadre de la Commission européenne. Et en dessous de 100, la question, on peut en discuter. Ça n'a pas été abordé dans le GT. Dan Popovici, Appelons Solar pour Madame Auriol. Moi, j'avais une toute petite question qui n'est pas forcément liée à l'autoconsommation, mais j'en profite parce que vous êtes là, c'est la direction générale, donc j'avais la question pour vous. Pourquoi la législation européenne prévoit des appels d'offres pour des projets de 500 kW et plus au niveau photovoltaïque? Pourquoi la France l'impose à partir de 100 kW? Est-ce que ça peut être modifié? Ça nous ferait un grand bol d'air à tout le monde. On en a énormément discuté au niveau du GT Le Cornu. Donc malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir sur le sujet. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui l'ont proposé. C'est une décision politique que Louise ne peut pas assumer de par elle-même. Merci Richard. Donc je vous propose, pour faire une courte pause, et d'être rentré ici à 16h pour les deux derniers ateliers, où on va parler encore de recharge d'électromobilité, et puis de problématiques de comptage, de répartition des électrons. Voilà, bon café pour se tenir éveillé.